Le vent de la mer s'engouffrait doucement dans les ruelles étroites de Nice, apportant avec lui le parfum salé du matin. Élodie Moreau marchait d'un pas rapide mais mesuré, serrant contre sa poitrine un dossier mince contenant son modeste curriculum vitae. Elle avait enfilé sa plus belle tenue, une robe bleu marine un peu défraîchie mais soigneusement repassée. Ses cheveux bruns, noués à la hâte en un chignon, laissaient deviner la fatigue des jours sans repos. Mais dans ses yeux, un éclat persistait, celui de l'espoir. L'hôtel de la mer surgit à l'angle de l'avenue, imposant et intimidant. Les lettres dorées brillaient au-dessus des portes tournantes, le marbre blanc, les vitres immaculées, les valets en uniforme impeccable, tout transpirait la richesse. Élodie inspira profondément. Ce n'était pas un endroit pour elle, et pourtant, elle y était. Pas pour rêver, mais pour travailler. Camille, sa fille de 9 ans, l'attendait à la maison, et les factures s'empilaient sur la table de la cuisine. Elle entra. Le contraste fut brutal. À peine ses semelles franchirent le sol poli du lobby qu'elle sentit les regards se poser sur elle. L'odeur du parfum cher, les voix feutrées des réceptionnistes, le murmure des valises à roulettes, tout semblait l'observer, la juger. Mais elle garda la tête haute et s'approcha du comptoir. « Bonjour », dit-elle doucement. « J'ai un entretien prévu à 9 heures pour un poste dans le service de ménage. » La réceptionniste, une jeune femme au maquillage parfait, ne leva même pas les yeux. « Asseyez-vous là, madame, on viendra vous chercher », répondit-elle d'un ton neutre en désignant un fauteuil près des ascenseurs. Élodie s'assit, posa son dossier sur ses genoux, croisa les mains. Elle jeta un regard autour d'elle. 2 hommes d'affaires parlaient en anglais près du bar. Une famille riche faisait le check-out, des employés passaient avec des tablettes à la main. Et elle était juste là, une mère célibataire, ancienne femme de ménage dans des maisons privées, invisible parmi les dorures. Le silence fut soudain interrompu par un claquement de talons sur le sol de marbre. « C'est une blague ?» lança une voix haut perchée. Une femme approchait, silhouette droite, jupe stricte, cheveux blonds tirés en arrière, dossier en main. C'était elle, Madame Lefebvre, la responsable des ressources humaines. Élodie la reconnut immédiatement, l'ayant vue en photo sur le site de l'hôtel. « Qu'est-ce que vous faites là, vous ?» demanda-t-elle sans même s'arrêter. Les mots claquèrent dans l'air. Une pause, un souffle suspendu. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Je suis là pour l'entretien », répondit Élodie, la voix plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. Mais avant même qu'elle ait terminé, Madame Lefebvre leva une main, comme pour couper court. « Non, mais sérieusement, vous croyez vraiment que vous alliez travailler ici ?» Elle rit sèchement, regarda autour d'elle, comme pour chercher des témoins à son mépris. Puis, d'une voix forte, bien plus forte que nécessaire, elle ajouta « Vous n'avez rien à faire ici, rien. Vous ne travaillerez jamais dans cet hôtel. » Le mot résonna. Jamais. Un silence glacé suivit, plus dur que n'importe quel cri. Les réceptionnistes détournèrent le regard. Un groom s'immobilisa à quelques mètres. Un client fronça les sourcils. Élodie sentit une chaleur monter en elle. De honte, de colère. Mais elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle se leva lentement, récupéra son dossier avec une dignité tremblante et se dirigea vers la sortie, sans répondre. Mais alors qu'elle atteignait la réception, un mouvement attira son attention. Un homme, visiblement étranger, discutait d'un ton agité avec les employés, ou plutôt tentait de le faire. Il avait un accent anglais marqué, une valise en cuir noir à ses pieds et un air exaspéré. « I asked for my room twice, you don't understand, I booked a suite. Depuis quand est-ce si compliqué ?» Les réceptionnistes semblaient dépassés. L'un d'eux marmonna un instant, monsieur, tandis que l'autre fit semblant de consulter son écran. Élodie, déjà la main sur la porte, s'arrêta. Elle jeta un regard vers l'homme. Quelque chose dans son expression lui rappela tant de clients qu'elle avait aidés dans le passé, dans d'autres hôtels, dans d'autres vies. Elle se retourna, fit quelques pas vers lui. « Excuse me, sir, may I help you ?» demanda-t-elle en anglais, d'une voix douce mais assurée. L'homme tourna la tête, surpris. Un instant, son regard croisa le sien. « Finally, someone » répondit-il avec soulagement. Elle s'approcha, traduisit rapidement ses demandes au réceptionniste, clarifia sa réservation, et en quelques minutes, tout fut réglé. Il la remercia d'un simple « Thank you very much », mais avec un sourire sincère. Élodie fit un signe de tête poli et se tourna à nouveau vers la porte. Elle ne savait pas qu'en ce court instant, sous le regard de cet inconnu, sa vie venait de basculer.
car lorsque ses pas résonnèrent sur le marbre froid pour la dernière fois ce matin-là, elle ne vit pas que l'homme la suivait du regard, les yeux plissés d'un intérêt soudain. Mais lui, il avait bien vu. Le soleil commençait à monter plus haut dans le ciel azuréen de Nice, enveloppant les façades blanches de la promenade de sa lumière dorée. Pourtant, à l'intérieur de l'hôtel de la mer, l'atmosphère était bien plus glaciale. Le moment s'était figé, suspendu dans un malaise collectif. Élodie, encore sous le choc de la déclaration violente de Madame Lefebvre, n'osait pas regarder derrière elle. Le bruit de ses propres pas sur le marbre semblait hurler dans ce silence de plomb, chaque écho la piquant de l'intérieur comme une nouvelle gifle. Elle avançait droite mais blessée. Chaque mot résonnait encore dans sa tête. « Vous ne travaillerez jamais ici. » Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un malentendu. C'était une condamnation crachée en public. Elle s'efforçait de contrôler sa respiration. Une seule larme, si elle venait à tomber, serait une victoire pour celle qui venait de l'écraser. Elle s'était levée, elle s'en allait, et elle le ferait sans s'effondrer. C'était la seule chose qu'elle pouvait encore maîtriser, sa dignité. Mais à peine eut-elle franchi les quelques mètres qui la séparèrent de la porte, une voix sèche claqua à nouveau dans l'air. « Une seconde !» Madame Lefebvre venait de s'avancer brusquement, talons claquants, regard glacial. Les réceptionnistes se figeaient, les yeux rivés sur leurs écrans, feignant de ne rien entendre. Un couple de touristes allemands interrompit sa conversation, observant la scène. Le silence qui régnait à cet instant n'était pas celui du confort, mais de l'embarras collectif. Une de ces situations où l'on assiste à quelque chose de profondément déplacé, mais où personne n'ose intervenir. Vous vous êtes présenté à l'entretien sans rendez-vous, sans tenue correcte, sans qualification digne de ce nom. Et vous espériez vraiment intégrer une maison comme la nôtre ? Poursuivit-elle, le ton hautain. Élodie se retourna doucement. Elle n'avait pas prévu de répondre, mais ses jambes refusaient de la porter plus loin. Son regard se posa brièvement sur les colonnes de marbre, sur les dorures, sur les visages fuyants. Ce décor somptueux, elle l'avait tant de fois nettoyé dans d'autres lieux, sans jamais s'y sentir exclue. Ici, aujourd'hui, elle comprenait, ce n'était pas la saleté que l'on voulait éloigner. C'était elle. Je suis venue parce qu'un poste était affiché, parce que j'ai travaillé dur toute ma vie et parce que je crois qu'aucun travail honnête ne mérite le mépris, répondit-elle, calmement. Sa voix ne tremblait pas. Elle n'avait crié ni supplié. Elle avait dit la vérité, simplement. Et pourtant, cela sembla déclencher un sourire méprisant sur le visage de Madame Lefebvre. Vous êtes venue parce que vous espérez l'impossible, mais ici nous avons une image à maintenir. Vous comprenez ? Une certaine élégance, une certaine rigueur. Nous ne sommes pas un centre social, dit-elle avec un rictus, sans se soucier des oreilles alentour. Un souffle parcourut la pièce. Les mots flottaient, lourds, presque tangibles. Élodie n'essaya même pas de répondre. Que répondre à cela? Elle n'avait pas les armes pour ce genre de bataille. Elle savait récurer une salle de bain en 10 minutes, faire briller un carrelage terne, redonner vie à des draps froissés, écouter les silences des clients solitaires. Mais elle ne savait pas se défendre contre l'humiliation habillée de tailleur et parfumée de pouvoir. Elle fit un pas en arrière, puis un autre, se dirigeant de nouveau vers la sortie. Son cœur battait trop vite. Camille, elle pensa à sa fille. Elle devait rentrer. Préparer le repas, vérifier les médicaments, oublier cette matinée, effacer ce souvenir, ne pas lui montrer. Mais alors qu'elle posait la main sur la poignée de la porte principale, un mouvement attira de nouveau son attention. À la réception, l'homme qu'elle avait aidé quelques minutes plus tôt la regardait encore. Il avait assisté à toute la scène. Elle le comprit au regard interrogateur qu'il échangea avec l'un des réceptionnistes. Il semblait chercher à comprendre ce qui venait de se passer, mais surtout pourquoi cela s'était passé ainsi. Il ne dit rien. Elle non plus. Elle sortit. Le soleil l'aveugla un instant. Elle ferma les yeux, s'arrêtant sur le trottoir, laissant l'air frais l'envelopper. Un goût amer lui montait à la bouche, mélange de colère et de résignation. Elle pensa à décrocher son téléphone pour appeler Claire, sa voisine, lui raconter « Mais à quoi bon? Cela ne changerait rien. » Elle avait été humiliée devant tout le monde, pas parce qu'elle avait échoué à un entretien, mais parce qu'on l'avait privée même du droit d'essayer. Elle fit quelques pas, la rue brillait sous la lumière du matin. Des voitures passaient, des gens riaient aux terrasses, la vie continuait, indifférente. Elle s'apprêtait à tourner au coin quand une voix surgit derrière elle, étrangère, hésitante,
mais clair. « Madame, please, wait un moment. » Elle se retourna, surprise. C'était lui, l'homme de la réception. Il courait légèrement, une valise à la main, les sourcils froncés. « I saw what happened. That was wrong. Very wrong, dit-il, visiblement troublé par ce qu'il venait de voir. Élodie voulut hausser les épaules, lui dire que ce n'était rien, que ce genre de choses arrivait. Mais elle n'y arriva pas. Il la regardait avec une sincérité qui lui coupa la parole. « Thank you again for helping me. I didn't get your name. »« Élodie, » répondit-elle, simplement. « Élodie, thank you, Élodie. I'll remember you, dit-il en hochant la tête. Elle acquiesça, ne sachant pas quoi ajouter. Elle était fatiguée. Elle voulait partir. Et pourtant quelque chose dans son regard lui disait que ce moment n'était pas fini. Que ces quelques mots prononcés dans la rue, sous le soleil de Nice, venaient d'ouvrir une faille dans le cours des choses. Il la remercia encore une fois, puis retourna dans le hall, laissant Élodie là, seule, au bord du trottoir. Elle regarda une dernière fois les lettres dorées sur la façade de l'hôtel. Ce monde n'était pas pour elle. Du moins, c'est ce qu'elle croyait encore. Mais elle ne savait pas que derrière les portes vitrées, les premières discussions s'amorçaient, que des regards se croisaient, que des décisions déjà commençaient à germer, et qu'à l'intérieur, un homme au nom puissant venait de retenir le sien. Le calme revenu à l'intérieur du lobby était trompeur. Une tempête silencieuse encore s'annonçait, et elle portait le nom d'Élodie Moreau. Le soleil avait déjà grimpé haut dans le ciel de la Côte d'Azur lorsqu'Élodie tourna à nouveau dans la rue transversale, hésitant un instant avant de s'éloigner définitivement de l'hôtel de la mer. Le trottoir semblait plus vaste, comme si l'humiliation qu'elle venait de vivre avait creusé un vide autour d'elle. Les passants, eux, continuaient leur chemin, inconscients du poids que cette femme en robe modeste traînait derrière elle. Elle s'arrêta un moment sous l'ombre projetée d'un parasol fermé, ferma les yeux et inspira profondément. Elle devait se ressaisir. Camille l'attendait. Ce n'était pas la première fois qu'on la rejetait, mais cette fois, le rejet avait été public, brutal, presque théâtral. Et pourtant, quelque chose dans le regard de cet homme, cet étranger, la perturbait encore. Sans comprendre pourquoi, Élodie revint sur ses pas. Pas pour supplier, pas pour parler à nouveau à qui que ce soit, mais simplement pour récupérer un peu de contrôle sur elle-même. En approchant discrètement de l'entrée, elle jeta un regard furtif à l'intérieur du hall. Là, à la réception, le même homme était toujours là, debout, appuyé légèrement contre le comptoir. Son allure était différente de celle des clients habituels. Il portait un costume d'un gris sobre, mais bien coupé, sans extravagance. Sa valise en cuir noir semblait coûteuse, mais discrète. Il n'était ni jeune ni vieux, peut-être dans la cinquantaine, avec des traits anglo-saxons et une barbe de quelques jours. Mais ce qui la frappa de nouveau, ce fut son regard. Il observait tout avec une attention presque incongrue pour un client lambda. Un réceptionniste semblait maintenant faire de réels efforts pour le satisfaire. L'attitude avait changé. Le ton, lui, était devenu plus serviable. Et pourtant, l'homme hochait la tête avec lenteur, comme s'il écoutait mais jugeait intérieurement tout ce qu'on lui disait. Élodie recula de quelques pas, se fondant dans la foule de la rue. Elle n'avait plus sa place ici. L'homme l'avait reconnue, c'était suffisant. Elle devait partir. Elle tourna les talons et s'apprêtait à traverser lorsqu'un détail l'arrêta net. Le portier de l'hôtel, un homme massif en uniforme bleu nuit, sortit précipitamment pour chercher un taxi. Mais au lieu d'aller vers la file de véhicules de luxe garés devant, il alla plus loin, visiblement pressé. Ce n'était pas l'habitude pour un établissement comme celui-ci. Le client devait donc être important, très important. Et s'il ne l'était pas aux yeux des employés, il savait comment se faire respecter. Élodie s'arrêta à nouveau à l'angle de la rue. Elle savait reconnaître les signes. Des années de travail discret mais constant dans les coulisses d'hôtels de toute catégorie lui avaient appris à distinguer les véritables puissants de ceux qui en jouaient le rôle. Cet homme, c'était évident, n'était pas juste un client fortuné. Il avait un autre pouvoir, celui que l'on ne brandit pas mais que l'on impose en silence. Elle resta là, observant encore quelques minutes. À travers les vitres, elle le vit poser une main calme sur le comptoir et dire quelque chose qui fit pâlir légèrement le réceptionniste. Celui-ci s'excusa, tourna les talons et partit chercher quelqu'un. 2 autres membres du personnel sortirent d'un ascenseur latéral en toute hâte. Élodie comprit qu'un mécanisme venait de s'enclencher. Un de ceux qu'elle n'avait jamais vus de si près, mais qu'elle savait exister dans ces sphères feutrées,
où la hiérarchie était aussi rigide que les plis des uniformes. Une inspection? Une plainte? Une requête spéciale? Elle l'ignorait encore, mais la tension était visible jusque dans la posture des employés. Plus personne ne traînait, plus personne ne souriait sans raison. Elle décida enfin de partir. Sa présence, même distante, finirait par attirer l'attention. Elle marchait depuis moins de 100 mètres lorsqu'un bruit de porte derrière elle retentit dans la rue. Elle ne se retourna pas. Elle n'en avait pas la force. Mais elle entendit une voix étouffée par la distance, puis le bruit d'un moteur de taxi qu'on appelait. Elle prit à droite, s'engouffra dans une ruelle pavée et s'appuya contre un mur. Ce n'était pas la première humiliation, ni la dernière, se répéta-t-elle. Elle n'avait rien volé, rien demandé d'indécent. Elle avait juste voulu travailler. Cela ne méritait ni mépris ni humiliation publique. Elle resta là quelques minutes, puis reprit sa marche, lentement, le pas moins assuré que quelques heures plus tôt. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'hôtel de la mer, les choses prenaient une tournure inattendue. L'homme venait d'exiger, dans un français approximatif, mais parfaitement clair, avoir le directeur général de l'établissement. Non pas un chef de réception. Non pas un responsable du service clientèle, le directeur général. La demande fut relayée immédiatement, avec une urgence que personne n'osa contester. Le directeur, un homme sec nommé M. Béraud, descendit du bureau du dernier étage, après avoir été informé que le client du Penthouse souhaitait une entrevue immédiate. Il ne comprit pas tout de suite pourquoi, mais lorsqu'il vit le visage de l'homme, son attitude changea du tout au tout. Il le connaissait, ou du moins connaissait son nom. « Monsieur Whitmore, quel plaisir de vous avoir parmi nous. Nous n'avions pas été informés de votre arrivée. C'était voulu. Je voyage incognito, répondit l'homme sans sourire. Bien sûr, naturellement. Nous sommes honorés. Que puis-je faire pour vous? Thomas Whitmore, car tel était son nom, désigna calmement la porte d'entrée. Il y avait une femme ici, il y a quelques minutes. Elle m'a aidé quand vos employés ne comprenaient rien. Elle portait une robe bleue, cheveux bruns. Elle s'appelle Élodie. Oui, une postulante, bredouilla le directeur, visiblement mal à l'aise. Je la veux dans mon équipe, ici, maintenant. C'est clair? La phrase tomba comme un couperet. Le hall entier sembla se figer. Le directeur resta bouche bée un instant, ne sachant comment répondre. Elle a été recalée, tenta-t-il. Ramenée, corrigea Whitmore. Sinon, je vous garantis que ce n'est pas uniquement cet employé que vous perdrez. Puis il ajouta presque à voix basse. Vous ne savez pas encore combien votre réseau dépend de ma patience. À cet instant précis, l'hôtel de la mer ne tourna plus autour de ses clients de prestige, ni de ses normes 5 étoiles. Tout gravita autour d'un nom prononcé avec calme mais porteur de pouvoir, et autour d'un visage modeste que beaucoup, quelques minutes plus tôt, avaient méprisé. Élodie, quant à elle, était déjà loin, ignorant encore que son destin venait d'être arraché à l'anonymat par une décision inattendue. Une décision qui, dans quelques heures à peine, allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir du monde du travail, des rapports de force et de la place que certains refusent qu'on prenne, mais que d'autres vous offrent sans prévenir. L'intérieur de l'hôtel de la mer n'avait jamais connu un tel silence. Le va-et-vient habituel des employés, les sonneries étouffées des téléphones, les salutations protocolaires, tout semblait suspendu dans l'attente de la réponse du directeur général. Les mots de Thomas Whitmore résonnaient encore dans le hall, simples, directs, mais chargés d'une autorité que personne ne pouvait contester. Je la veux ici, maintenant. Rien n'était négociable. Le directeur Béraud, pourtant habitué aux caprices des clients haut de gamme, ne trouva aucune formule pour diluer la tension. Il comprenait qu'il n'était pas face à un touriste ordinaire. Il était face à un homme qui, d'un simple mot, pouvait faire vaciller des partenariats, compromettre des financements, redessiner l'avenir d'une chaîne entière. Dans la panique, le directeur hocha la tête avec un automatisme presque mécanique. Il ordonna à un assistant de localiser immédiatement la femme en question. « Qu'on la retrouve tout de suite », dit-il, déjà en train de réfléchir à ce qu'il allait dire pour masquer l'affront que l'hôtel venait de commettre devant un homme de cette envergure. À côté de lui, Madame Lefebvre, arrivée entre-temps en apprenant que quelque chose de grave se tramait, s'approcha avec un sourire figé, tentant de comprendre ce qui se passait. « Monsieur Whitmore, tout va bien ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'un empressement déguisé. « Qui êtes-vous » répondit-il sans détour. « Je suis la responsable des ressources humaines.
déclara-t-elle avec assurance. Il la détailla du regard, lentement, comme s'il évaluait le poids réel de ce titre dans la situation présente. Il ne répondit pas immédiatement. À la place, il fit un signe de tête vers le directeur, comme pour lui signifier que la présence de cette femme était désormais problématique. « Est-ce vous qui l'avez renvoyée » demanda-t-il alors, le regard maintenant figé sur elle. Madame Lefebvre hésita un instant, surprise que le sujet revienne à une simple candidate au poste de femme de chambre. « J'ai suivi les procédures, bien entendu. Elles ne correspondaient pas aux standards de la maison. Vos standards ou les miens ?» la coupa-t-il froidement. Une ombre passa dans son regard. Elle réalisa que le terrain glissait sous ses pieds. Elle tenta de se rattraper. « Écoutez, je pense qu'il y a eu un malentendu. Elle n'était pas prévue à cet horaire, son dossier était incomplet. Elle avait une tenue, disons, inadéquate. Il n'y avait rien de personnel. » Whitmore ne réagit pas. Il semblait plus attentif à la nervosité que provoquait sa seule présence qu'aux justifications qu'on lui offrait. Le directeur Béraud, visiblement à bout, saisit son téléphone, composa un numéro et ordonna qu'un véhicule soit envoyé pour retrouver la candidate Élodie Moreau, en précisant de la ramener immédiatement, avec courtoisie. Madame Lefebvre, de son côté, prit une initiative risquée. Elle s'éloigna brièvement, puis revint quelques minutes plus tard, tenant dans la main une copie du dossier de candidature d'Élodie. Elle le tendit à Whitmore comme une tentative de justification. « Voici son dossier. Vous pouvez voir par vous-même. Aucune expérience dans l'hôtellerie de luxe. Elle a été femme de ménage dans de petites pensions, des maisons privées. Rien qui ne corresponde à notre image. » Il prit le dossier, l'ouvrit lentement, parcourut les lignes. Son visage resta impassible, mais ses yeux s'attardèrent sur les notes manuscrites. Travailleuse, ponctuelle, attentive, très appréciée des clients. Ce n'était pas un CV impressionnant. Mais c'était un dossier honnête, construit avec des années d'efforts sans reconnaissance. Il referma le dossier sans dire un mot, le tendit au directeur Béraud. « Engagez-la. » Le ton n'était pas autoritaire, il était factuel, presque administratif, comme s'il venait de signer un contrat. Madame Lefebvre voulut intervenir, dire quelque chose, mais le directeur la coupa d'un geste. Il avait compris. Les jeux étaient faits. Et personne, surtout pas lui, n'allait risquer une rupture de contrat avec un des investisseurs les plus puissants du groupe hôtelier. À l'extérieur, dans les rues ensoleillées de Nice, Élodie ne se doutait encore de rien. Elle avait pris un bus en direction de son quartier, assise près de la fenêtre, le regard perdu. Le bruit des pneus sur l'asphalte, les annonces de station en français et en anglais, les conversations diffuses des passagers, tout semblait lointain. Elle pensait à Camille, à ce qu'elle allait lui dire. Elle se demandait comment expliquer à sa fille que parfois, le monde était injuste même quand on faisait tout correctement. Elle n'avait pas la force d'inventer une histoire. Elle dirait la vérité, comme toujours. Ce serait douloureux mais nécessaire. Quand le bus s'arrêta à 2 pâtés de maison de chez elle, elle descendit, le pas lent, le dossier toujours dans les bras. En approchant de son immeuble, elle aperçut une voiture noire garée juste devant. À l'intérieur, un homme en uniforme regardait une feuille de papier. Lorsqu'il leva les yeux, leurs regards se croisèrent. Il sortit immédiatement du véhicule. « Madame Moreau ?» demanda-t-il poliment. Elle acquiesça, surprise. « Je suis envoyé par l'hôtel de la mer. Le directeur général souhaite vous parler. » Immédiatement. Elle resta un instant immobile. Tout en elle criait que ce n'était pas normal. Après ce qu'elle avait subi, pourquoi l'appeler maintenant? Elle se méfiait. Elle recula légèrement. « Je suis désolé, mais je crois qu'il y a erreur. J'ai déjà été reçu et renvoyé. »« Je comprends, madame, mais je vous assure que la demande vient de la direction. » Ils insistent. Elle hésita encore, puis regarda autour d'elle. Sa voisine Claire observait discrètement depuis le balcon. Élodie leva la main, lui fit signe qu'elle allait bien. Puis, contre toute attente, elle monta dans la voiture. Le trajet fut silencieux. En approchant de l'hôtel, elle sentit son cœur s'accélérer. Elle revivait chaque mot, chaque regard, chaque humiliation. Que voulait-il encore? En entrant dans le hall, les employés détournèrent les yeux. Cette fois, c'était elle qui regardait droit devant. Le directeur l'attendait. Il s'approcha, visiblement mal à l'aise. « Madame Moreau, nous vous devons des excuses. Un incident regrettable s'est produit ce matin, et nous aimerions réparer cela. » Elle ne répondit pas. À ce moment précis, Thomas Whitmore sortit du salon privé adjacent. Il s'arrêta devant elle, la regarda calmement.
C'est vous que je veux dans mon équipe, dit-il simplement. Pas comme simple employé. Je veux vous former. Vous avez ce qu'il faut. Élodie resta muette. Personne ne bougeait dans le hall. Même les réceptionnistes avaient cessé leur travail. La tension était palpable. Et si vous refusez, ajouta-t-il sans lever la voix, je retirerai mes investissements de cet hôtel. Les mots tombèrent, lourds, inéluctables. Autour d'eux, plus rien ne semblait bouger. Le personnel retenait son souffle. Madame Lefebvre, derrière la colonne, avait tout entendu, et son visage, désormais, ne trahissait plus que la peur. L'atmosphère dans le hall de l'hôtel de la mer s'était transformée en quelque chose d'étrange et de suspendu, comme si le temps s'était comprimé entre deux battements de cœur. Personne ne parlait, personne ne bougeait vraiment. Les employés se contentaient d'observer, les yeux écarquillés, l'échange improbable entre Élodie Moreau, une femme qu'ils avaient vue se faire rejeter à peine 1 heure plus tôt, et Thomas Whitmore, dont le nom seul provoquait une tension visible dans les sourires les mieux entraînés. Ce n'était plus une scène de service hôtelier, c'était autre chose. Un basculement, un réajustement silencieux de l'ordre établi. Élodie se tenait droite, bien que surprise, presque figée dans l'incrédulité. Les mots de Whitmore flottaient encore dans l'air. « Je veux vous dans mon équipe. Et si vous refusez, je retire mes investissements de cet hôtel. » Elle avait entendu. Elle avait compris. Mais une part d'elle-même refusait encore d'y croire pleinement. Son instinct, aiguisé par les années d'effacement et de modestie, cherchait la faille, l'humiliation déguisée, la mauvaise blague cruelle. Pourtant, le regard de cet homme ne contenait ni moquerie ni condescendance. Seulement une forme d'attention qu'elle n'avait plus rencontrée depuis longtemps. Une attention sans pitié, mais sans artifice. Le directeur Béraud, bien conscient du désastre imminent que pourrait provoquer une mauvaise réaction, tenta de reprendre la main. « Monsieur Whitmore, je suis certain que nous pouvons trouver une solution équitable. Peut-être une procédure d'embauche formelle, un entretien structuré, quelques jours de réflexion. » Mais Whitmore le coupa d'un simple mouvement de tête, sans élever la voix. « J'ai déjà réfléchi. Cette femme m'a traité avec respect, quand personne ici n'a été capable de comprendre mes besoins. Elle a montré du calme, de l'efficacité et une attitude irréprochable. Je n'ai pas besoin d'un formulaire pour le savoir. » Puis il se tourna de nouveau vers Élodie. « Vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Le poste exact sera défini selon vos compétences. Mais une chose est sûre, vous aurez un contrat, une formation et la protection de ma parole. » Le mot « protection » résonna étrangement à ses oreilles. Elle, Élodie Moreau, habituée à être invisible, ignorée, effacée dans les coins sombres des couloirs de service, se voyait soudain projetée au centre d'un conflit qui la dépassait. Elle ne savait pas encore qui était vraiment cet homme, mais il parlait avec une autorité que personne ne semblait contester. La tension s'intensifia encore d'un cran quand Madame Lefebvre s'approcha, tentant de masquer son agitation derrière un sourire crispé. « Monsieur Whitmore, permettez-moi de clarifier certaines choses. Cette candidate s'est présentée sans rendez-vous précis et le recrutement dans notre établissement suit des règles strictes. Il serait regrettable que... » Elle n'eut pas le temps de finir. « Regrettable ?» répéta Whitmore lentement. « Ce qui est regrettable, c'est d'humilier publiquement une personne simplement parce qu'elle ne correspond pas à une image préfabriquée. Vous avez perdu la mesure du respect, et vous n'êtes pas la seule. » Madame Lefebvre ravala ces mots. Son visage, jusqu'alors maquillé d'assurance, se fissura peu à peu. Ce n'était plus une conversation qu'elle pouvait contrôler. C'était un jugement. « Qui est cet homme ?» souffla une employée au fond du hall pensant parler à voix basse. Mais la réponse arriva plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Le directeur, sans même lever les yeux, répondit d'un ton sec « Thomas Whitmore, investisseur principal du groupe Imperial Hospitality, membre du conseil d'administration. Il possède une part majoritaire dans 4 des hôtels les plus rentables du réseau, y compris celui de Londres, celui de Genève, celui de Dubaï et celui-ci. » Un murmure parcourut les lieux. Certains employés, jusque-là indifférents ou discrets, se redressèrent de soudain, comprenant l'ampleur de la situation. Il ne s'agissait plus simplement d'une querelle de gestion ou d'un incident client. C'était une menace directe à la stabilité financière de l'hôtel, et tout avait commencé avec une femme jugée indigne de nettoyer les chambres. Thomas Whitmore, quant à lui, s'approcha d'Élodie, rompant avec la distance protocolaire qui avait jusqu'alors dominé l'échange. « Vous n'avez rien à craindre. Ce que vous avez montré ce matin,
vaut plus que tous les CV brillants que l'on m'a mis sous les yeux depuis des années. Elle hésita à répondre. Tout cela allait trop vite. Mais une voix en elle, faible mais tenace, lui souffla que c'était peut-être la première fois qu'on lui proposait quelque chose, sans rien exiger en retour, sans humiliation déguisée. « Je ne sais pas. Ce que je pourrais vraiment apporter à un hôtel comme celui-ci, » murmura-t-elle enfin. « Votre honnêteté, votre calme, votre capacité à voir ce que d'autres ignorent. Croyez-moi, c'est rare, et je sais la reconnaître quand je la vois. » Le directeur Béraud, tentant de se réapproprier l'instant, fit un pas en avant. « Nous allons formaliser votre contrat immédiatement, Madame Moreau. Suivez-moi, s'il vous plaît. Nous avons quelques documents à préparer. » Mais avant qu'elle ne puisse bouger, Madame Lefebvre s'avança une fois encore. « Élodie, permettez-moi de vous présenter mes excuses pour ce matin. Il semble que j'ai commis une erreur de jugement. J'espère que nous pourrons repartir sur de bonnes bases. » Son ton était mielleux, trop mielleux. Et si les mots sonnaient comme des excuses, son regard, lui, brillait d'un éclat qui trahissait tout, sauf le repentir. Élodie baissa légèrement la tête, par réflexe, plus que par soumission. Elle savait reconnaître un ennemi qui changeait de visage, pas de nature, et ce visage-là venait de se maquiller d'un faux respect, seulement pour se protéger. « Je suis ici pour travailler, » dit-elle simplement, « pas pour faire semblant. » Puis, elle suivit le directeur. Dans son dos, Whitmore la regardait s'éloigner, silencieux mais déterminé. Il savait ce qu'il venait de provoquer, et il ne regrettait rien, car sous les dorures et les sourires de façade, il venait de rétablir une chose trop rare dans ce milieu, la justice. Le lendemain matin, Élodie franchit à nouveau les portes de l'hôtel de la mer. Cette fois, elle ne portait plus sa robe bleue usée, mais une tenue de service remise quelques heures plus tôt par la gouvernante générale du rez-de-chaussée. Elle était simple, propre, fonctionnelle. Pantalon noir, chemise blanche, chaussures confortables. Dans sa poche, un badge à son nom. Pas un badge de stagiaire, ni un badge temporaire, un badge officiel, comme tous les autres employés. Pourtant, malgré ce petit rectangle de plastique accroché à son buste, elle savait que son entrée dans ce monde n'avait rien d'ordinaire. Elle n'était pas ici parce qu'on l'avait choisie parmi des dizaines de candidatures. Elle était ici parce qu'un homme avait posé son regard sur elle, parce qu'il avait vu quelque chose que d'autres avaient délibérément ignoré, voire méprisé. En franchissant le hall, elle sentit aussitôt la pression des regards. Certains la dévisageaient à peine voilément, d'autres feignaient de ne pas la voir, mais tous savaient. L'histoire de la veille avait fait le tour du personnel en quelques heures à peine. Une femme sans réseau, sans diplôme prestigieux, sans recommandation, était entrée dans l'hôtel par la grande porte, propulsée par un homme dont la seule présence suffisait à faire vaciller les hiérarchies. La gouvernante, Madame Cartier, une femme pragmatique d'une 50aine d'années, l'accueillit avec un sourire bref, presque mécanique. « Suivez-moi, Moreau. Je vais vous montrer les étages qui vous sont assignés. Pas un mot de plus. Pas de bienvenue, ni de félicitations. Juste un ton neutre, professionnel, presque froid. » Élodie ne s'en offusqua pas. Elle savait que l'hostilité ne se manifestait pas toujours par des cris ou des injures. Parfois, le silence pesait davantage. À chaque étage, elle découvrit les longues rangées de chambres, les placards de matériel, les couloirs sans fin où les chariots de linge roulaient comme des navires entre les murs immaculés. Elle connaissait ces lieux sans jamais les avoir vus. Tous les hôtels se ressemblaient dans leurs coulisses. L'odeur des produits d'entretien, les horaires impossibles, la hiérarchie invisible mais impitoyable. Son poste était officiellement assistante du service d'entretien des suites exécutives, une appellation qui semblait plus prestigieuse qu'elle ne l'était en réalité. Concrètement, elle devait nettoyer, ranger, vérifier, s'assurer que les moindres détails correspondaient aux attentes de clients fortunés. Et elle le fit, avec rigueur, sans plainte, sans erreur. Son corps connaissait le travail. Sa mémoire conservait des années d'habitudes efficaces. Plier un drap en 5 mouvements, détecter une tache invisible sur un miroir, faire disparaître une odeur de tabac en moins de 15 minutes. Elle n'avait rien oublié. Mais ce qui pesait plus que le travail lui-même, c'était l'atmosphère. Dès le premier jour, Élodie comprit que sa présence dérangeait. Non parce qu'elle faisait mal son travail, au contraire, mais parce qu'elle était là sans avoir été autorisée par le chemin traditionnel. Elle avait court-circuité les règles, même involontairement. Elle était devenue un rappel vivant que les passe-droits pouvaient fonctionner dans les deux sens. Et surtout,
Elle rappelait à certains que le mérite pouvait venir de la rue, pas uniquement des écoles hôtelières prestigieuses. Madame Lefebvre, bien qu'extérieure au service de nettoyage, faisait sentir sa présence de manière constante. Elle passait dans les couloirs à des moments inattendus, questionnait les chefs d'équipe à propos de l'attitude d'Élodie, s'intéressait brusquement aux rotations de planning. Elle ne disait rien de frontal, mais ses gestes trahissaient une obsession à peine dissimulée. L'humiliation publique qu'elle avait infligée s'était retournée contre elle, et elle n'avait pas l'intention de laisser cet affront sans conséquence. Les premiers jours furent éprouvants. Élodie gardait le silence, répondait poliment, effectuait ses tâches avec soin. Elle n'attendait ni reconnaissance ni amitié. Ce qu'elle voulait, c'était faire son travail, toucher son salaire et rentrer auprès de Camille sans l'angoisse du lendemain. Mais dans un lieu comme celui-ci, la neutralité n'existait pas. Chaque mouvement, chaque sourire, chaque réponse était interprétée, évaluée, classée. Certains collègues évitaient même de lui parler. D'autres, plus souriants en apparence, lui posèrent des questions aux airs innocents mais aux intentions douteuses. « Tu connaissais déjà M. Whitmore avant? C'est vrai qu'il t'a repéré dans le hall? T'es la seule à avoir été embauchée comme ça ?» Elle répondait peu, consciente que toute parole pouvait être retournée contre elle. Et pourtant, au milieu de cette tension diffuse, quelques visages se montrèrent différents. Il y avait Amina, une femme d'origine algérienne qui travaillait depuis plus de 15 ans à l'entretien. Elle ne parlait pas beaucoup, mais lors d'une pause discrète dans les vestiaires, elle lui glissa simplement « Tu bosses bien, laisse-les parler ». Puis il y avait Julien, le responsable du linge, qui avait remarqué qu'elle repliait les serviettes selon une méthode peu utilisée mais très efficace. Il lui avait demandé de lui montrer. Elle l'avait fait, sans prétention. Il n'avait rien dit, mais depuis ce jour, il ne détournait plus les yeux quand elle passait. Malgré les efforts de certains pour l'isoler, Élodie faisait son chemin, lentement, discrètement, mais solidement. Elle ne cherchait pas à plaire, seulement à rester digne. Chaque soir, en rentrant chez elle, elle retrouvait Camille, lui racontait des morceaux de sa journée, toujours en les adoucissant. Elle taisait les humiliations, les regards. Elle ne parlait que des bonnes choses. Le couloir qui sentait le jasmin, les draps en lin blanc qu'elle n'avait jamais touchés avant, la vue incroyable depuis la suite du dernier étage. Et Camille l'écoutait, les yeux brillants, comme si sa mère lui racontait un conte. Elle n'avait pas besoin de savoir que sa mère avançait dans un champ miné. Elle avait juste besoin de sentir que, pour une fois, les choses tenaient debout. Puis, au 5e jour, un événement inattendu vint briser la routine. En fin d'après-midi, alors qu'un gala se préparait dans le grand salon Belle Époque du rez-de-chaussée, une urgence éclata. Les sanitaires principaux étaient hors service. Une panne du système de pression. Plus aucun lavabo ni toilette ne fonctionnait. Le personnel paniquait. Les techniciens étaient injoignables. Le directeur, déjà occupé avec les arrivées de clients VIP, exigeait une solution immédiate. Élodie, qui passait par là pour livrer du linge propre, entendit l'échange entre deux responsables. « Si les toilettes restent fermées pendant l'événement, c'est un désastre », disait l'un. « On ne peut pas rerouter les flux sans autorisation. Le système est trop ancien. » Elle s'approcha discrètement. « Je peux peut-être aider, dit-elle doucement. » Les deux responsables la regardèrent, mi-surpris, mi-amusés. « Tu crois pouvoir régler une panne hydraulique ?» ironisa l'un d'eux. « J'ai déjà vu un système comme celui-ci, dans un hôtel à Marseille. Il y a une vanne secondaire derrière le local de service. Si elle est bloquée, la pression saute. Je peux vérifier. » Un instant de silence. Puis, devant l'urgence, ils la laissèrent faire. Elle trouva la vanne. Elle força légèrement avec un outil emprunté à l'atelier. La pression se rééquilibra. En 10 minutes, les toilettes fonctionnaient à nouveau. Le responsable technique, arrivé entre-temps, la regarda, impressionné. « T'as bossé où, toi ?»« Partout où on m'a laissé entrer. » Il ne répondit pas, mais lui adressa un signe de tête. Ce soir-là, le gala eut lieu comme prévu. Et sans le savoir, Élodie venait de faire plus qu'éviter une catastrophe. Elle venait d'attirer, pour la première fois depuis son arrivée, l'attention bienveillante de ceux qui avaient le pouvoir d'ouvrir d'autres portes. Le jour suivant débuta comme les autres, avec cette routine discrète que les hôtels de luxe protègent comme un secret d'État. Les premiers rayons du soleil caressaient les baies vitrées de l'hôtel de la mer, et déjà, les employés s'affairaient à rendre l'illusion parfaite d'un lieu où tout semblait toujours prêt, propre et calme. Pourtant, derrière les murs immaculés, les tensions du quotidien se mêlaient aux enjeux silencieux
d'une structure hiérarchique bien plus féroce qu'elle ne voulait paraître. Élodie, quant à elle, n'attendait plus rien de particulier. Elle enchaînait les chambres, les étages, les demandes imprévues, les sourires forcés des clients et les regards à demi hautains de certains collègues. Elle s'était résignée à ne pas chercher de reconnaissance. Ce qui comptait, c'était la stabilité, le salaire à la fin du mois et la possibilité de payer les soins de Camille. Le reste appartenait à un monde auquel elle savait ne pas appartenir. Mais ce vendredi soir-là, un événement allait briser cette normalité. L'hôtel accueillait un gala très attendu, réunissant chefs d'entreprise, représentants diplomatiques et mécènes locaux dans le grand salon Belle Époque. L'agitation était visible dès le début de l'après-midi. Des bouquets massifs étaient livrés à intervalles réguliers. Les traiteurs faisaient entrer des plateaux entiers de verrines et de champagne. Les décorateurs fixaient les dernières guirlandes de lumière. Tout devait être parfait. Vers 17 heures, alors que le soleil déclinait et que le hall principal se remplissait doucement de tenues de soirée et de talons hauts, un incident d'apparence mineure prit soudain des proportions inattendues. Une des gouvernantes courut vers le service technique. Les toilettes du rez-de-chaussée, celles réservées aux invités de marque, ne fonctionnaient plus. Les robinets ne donnaient plus d'eau, les chasses ne répondaient pas, et pire encore, une odeur désagréable commençait à s'installer dans le couloir adjacent. La panique monta vite. On essaya d'appeler les techniciens. Aucun ne répondait. Certains étaient déjà en intervention dans un autre établissement de la chaîne. D'autres étaient injoignables à cette heure. Les responsables d'étage couraient dans tous les sens, tentant de comprendre d'où venait la panne. Le directeur général, averti, descendit immédiatement furieux. Il exigeait une solution rapide. Le personnel de nettoyage restait à distance, impuissant. La seule réponse concrète fut d'envoyer un employé chercher un plombier externe. Mais personne ne savait s'il arriverait à temps. Le gala allait commencer dans moins de 2 heures. Élodie, qui finissait une vérification de linge à l'étage, entendit les échanges à travers son talkie-walkie. Elle reconnut la voix affolée d'une responsable. « On ne peut pas accueillir 100 personnes sans toilettes opérationnelles. C'est hors de question. » Le ton n'était plus professionnel. Il était désespéré. Elle descendit sans y être appelée, traversa le couloir où l'odeur s'intensifiait et demanda à l'un des responsables « Vous avez vérifié la vanne secondaire, derrière le local des produits d'entretien ?» L'homme la regarda sans comprendre. « Quelle vanne ?»« Celle qui alimente les sanitaires de cette aile. C'est un modèle ancien, je l'ai déjà vu dans un autre hôtel. Si elle se bloque, tout le système se coupe, mais le reste du bâtiment continue à fonctionner. » Il haussa les épaules, incapable de répondre. Elle n'attendit pas son approbation. Elle contourna la zone, pénétra dans un couloir réservé au personnel et ouvrit un panneau qu'elle avait repéré quelques jours plus tôt. À l'intérieur, la vanne en question. Immobile, oxydée. Elle prit un chiffon, y enroula sa main, força légèrement. Un claquement se produisit. Un bruit sourd, puis un sifflement discret. Quelques secondes plus tard, une femme de chambre cria depuis les toilettes. « Ça refonctionne! L'eau est revenue !» Un mélange de soulagement et d'incrédulité parcourut les équipes. Certains applaudirent, d'autres restèrent figés, comme s'ils ne comprenaient pas ce qui venait de se passer. Le directeur arriva en trombe, constata lui-même que tout était à nouveau opérationnel et demanda « Qui a réglé ça ?» Un silence. Puis un collègue, hésitant, désigna Élodie du menton. « C'est elle. » Le directeur la regarda un moment. Il ne la remercia pas. Pas encore. Il nota simplement mentalement que son nom venait de prendre une autre valeur. Pendant le gala, alors que les invités riaient sous les lustres et que les coupes de champagne s'entrechoquaient dans une euphorie contenue, Élodie retourna à son service comme si de rien n'était. Elle ne dit rien de l'incident. Elle reprit son chariot, retourna dans les étages et nettoya 2 chambres supplémentaires. Mais dans le bureau de la direction, les discussions, elles, avaient changé de ton. Le lendemain matin, elle fut appelée pour une réunion à 8 heures. Ce n'était pas courant. Pas pour quelqu'un à son poste. Lorsqu'elle entra dans la salle, 3 personnes l'attendaient. Le directeur général, la gouvernante en chef et un représentant de la direction des opérations du groupe hôtelier. Ce dernier, un homme élégant mais sec, ouvrit la réunion avec des mots nets. « Nous avons été informés de votre intervention hier soir. Il semble que vous ayez évité un incident majeur. » Élodie hocha simplement la tête. « Vous êtes ici depuis peu, mais plusieurs membres de l'équipe ont remarqué votre efficacité. Nous aimerions vous proposer une nouvelle fonction,
coordinatrice des services d'entretien. Ce poste n'existait pas ici, mais nous souhaitons le créer pour mieux structurer les interventions techniques et organisationnelles. Elle écoutait sans comprendre totalement. Le mot coordinatrice sonnait comme quelque chose de trop grand pour elle, mais ce n'était pas une blague. Les visages devant elle étaient sérieux. L'offre était réelle. Vous aurez à former, superviser et optimiser les équipes sur certains étages. Cela implique plus de responsabilités et une meilleure rémunération. Elle hésita. Elle pensa à Camille, à sa charge, à son temps, à sa fatigue. Mais elle pensa aussi à l'humiliation de la première fois, à cette voix hautaine qui l'avait déclarée inapte et au silence qui avait suivi sa réparation. « J'accepte », dit-elle simplement. Le directeur acquiesça, mais la gouvernante ne réagit pas. Pas un mot, pas un sourire, une absence d'émotion qui valait 1000 soupçons. Et en effet, dans les couloirs de l'hôtel de la mer, tous n'accueillirent pas cette nouvelle avec joie. Certains murmuraient qu'elle n'avait pas mérité cette promotion. D'autres, surtout ceux proches de Madame Lefebvre, voyaient cela comme une provocation. Mais personne n'osa s'y opposer ouvertement. Pas encore. Dans l'ombre pourtant, une tension naissait, une jalousie alimentée par l'orgueil blessé. Une volonté silencieuse de sabotage commençait à prendre racine. Car dans un monde aussi lisse, les pires coups se préparaient souvent sans bruit, derrière les portes fermées et les sourires forcés. Le lundi suivant, alors que les couloirs de l'hôtel de la mer retrouvaient le calme tendu d'une nouvelle semaine, l'annonce officielle tomba. Un message interne, rédigé avec la politesse froide propre au communiqué de direction, informait l'ensemble du personnel d'une réorganisation stratégique au sein du département de l'entretien, incluant la nomination d'Élodie Moreau en tant que coordinatrice des services d'entretien pour les suites exécutives. Elle travaillerait directement avec la gouvernante générale, serait responsable de l'organisation des plannings, du suivi qualité, de la formation des nouvelles recrues et des rapports d'incidents techniques. Le message concluait avec une note vague sur l'importance de l'adaptation continue et l'esprit d'équipe. Il n'en fallut pas davantage pour que les commentaires circulent dans toutes les zones de service. Dans les vestiaires, près de la machine à café, dans les ascenseurs réservés au personnel, les mots devenaient tranchants. Certains murmuraient que ce n'était qu'une manœuvre de la direction pour satisfaire Whitmore. D'autres suggéraient, avec un sourire en coin, qu'elle n'avait peut-être pas été repérée uniquement pour son sens du service. Des conversations à voix basse surgissaient partout, mais s'éteignaient aussitôt qu'elle entrait dans une pièce. Élodie, elle, avançait dans ce nouveau rôle avec la même humilité qu'au premier jour. Elle continuait à s'habiller simplement, à arriver tôt, à éviter toute forme d'arrogance. Elle refusait de siéger au bureau attribué à la coordinatrice et préférait travailler sur le terrain auprès des équipes. Elle écoutait, observait, prenait des notes. Elle ne donnait pas d'ordres inutiles. Elle demandait. Elle proposait. Mais rien de cela ne suffisait à faire taire les rancœurs. La gouvernante, Madame Cartier, laissait filtrer son agacement par des gestes anodins. Des réunions décalées sans prévenir, des documents introuvables, des informations omises. Elle n'attaquait jamais frontalement. Elle pratiquait l'effacement discret. Élodie comprenait le message. Elle n'était pas bienvenue. Sa présence dérangeait l'ordre établi. Elle représentait une anomalie dans un système où les promotions étaient censées se mériter selon des règles non dites, où le parcours comptait plus que les compétences réelles. Mais contre toute attente, quelques employés prirent sa défense. Amina, toujours discrète, afficha pour la première fois une position claire. Lorsqu'une collègue insinua qu'Élodie ne tiendrait pas 2 semaines, elle répondit sans hausser la voix « Elle en a déjà tenu des milliers, ailleurs, sans badge ni promotion. Elle tiendra ici aussi. » Julien du service de linge alla plus loin. Lors d'un déjeuner en salle de repos, il prit la parole devant 5 autres employés. « Vous savez pourquoi ça dérange tant qu'elle soit promue ? Parce qu'elle travaille mieux que ceux qui font semblant depuis des années. On le sait tous, et c'est ça qui dérange. » Son ton n'était pas agressif, juste honnête, mais il suffit à diviser la pièce. 2 collègues quittèrent la table sans un mot. D'autres restèrent, en silence. Les jours suivants, Élodie fit tout pour apaiser les tensions. Elle établit un système de roulement plus équitable, allégea les plannings les plus chargés, proposa des formations en petits groupes pour améliorer les techniques d'entretien et d'organisation. Elle n'imposait rien.
Mais même la transparence pouvait être perçue comme une menace quand elle venait d'une personne que certains refusaient de reconnaître comme légitime. C'est dans ce climat tendu qu'eut lieu un incident qui faillit tout faire basculer. Un jeudi matin, une cliente du 2e étage, une habituée de l'établissement, appela furieuse à la réception. Une de ses boucles d'oreilles en or blanc, ornées de saphir, manquait à l'appel. Elle jurait l'avoir laissée sur sa table de nuit la veille. La réception, suivant le protocole, enregistra la plainte et la direction déclencha immédiatement une enquête interne. Le service de sécurité visionna les caméras, interrogea les personnes ayant accédé à l'étage concerné et dressa une liste des employés ayant nettoyé cette chambre. Le nom d'Élodie figurait dans le registre de surveillance. Elle avait inspecté la chambre en fin de journée pour vérifier la qualité du service rendu. C'était une procédure normale dans ses nouvelles fonctions. Mais dans un climat déjà polarisé, cela suffisait à nourrir les soupçons. La rumeur se propagea en quelques heures. Certains employés chuchotaient qu'elle n'était peut-être pas si propre qu'elle le paraissait, que les gens trop discrets avaient souvent quelque chose à cacher. La gouvernante générale, bien qu'officiellement neutre, ordonna qu'Élodie soit retirée de la coordination jusqu'à la fin de l'enquête. Aucune accusation n'était encore portée, mais le simple doute suffisait à suspendre sa légitimité. Élodie, une fois de plus, se retrouva à marcher dans les couloirs avec le poids d'un soupçon sur les épaules. Elle ne dit rien. Elle continua à venir, à s'habiller, à saluer, mais elle fut temporairement reléguée à un poste d'appoint. Ses collègues l'évitaient. Les regards étaient redevenus lourds. La confiance s'était évaporée. Elle rentra ce soir-là plus fatiguée que d'habitude. Camille, en la voyant, courut dans ses bras. Élodie la serra longuement, en silence. Elle ne voulait pas que sa fille sente le retour de l'injustice, cette sensation sourde qu'on ne pouvait rien faire contre ce qui vous écrase. Le lendemain, l'enquête s'intensifia. La sécurité chercha les images de la caméra de surveillance du couloir. Une en particulier intéressait la direction, celle qui couvrait la porte de la chambre au moment exact de l'inspection. Mais lorsque le responsable technique consulta les archives, il découvrit que la séquence manquait. La caméra avait cessé d'enregistrer pendant 32 minutes, précisément au moment de l'inspection d'Élodie. Cette anomalie fut immédiatement signalée à la direction. Un incident technique peut-être, ou autre chose. La gouvernante haussa les épaules, parlant de coïncidence. Mais Julien, alerté par ce trou suspect dans les enregistrements, se rendit discrètement au service technique. Il connaissait bien un agent, Rémi, qui lui confia à voix basse « C'est pas un bug. Quelqu'un a effacé manuellement cette partie. Faut un accès administrateur pour ça. » Julien comprit alors que quelque chose de plus grave se tramait, et ce n'était pas une simple erreur de protocole. Sans le dire à Élodie, il commença à poser des questions. Il consulta les journaux de connexion du système, nota les horaires, les accès. Une signature se répétait, un nom, celui d'une personne haut placée, une personne dont l'animosité envers Élodie n'était un secret pour personne. Et cette fois, le doute allait peut-être changer de camp. Le ciel au-dessus de Nice était chargé ce matin-là. Une lumière grise et sans éclat recouvrait la ville, comme si l'atmosphère pesante qui régnait dans l'hôtel de la mer s'était étendue à toute la côte d'Azur. À l'intérieur, les visages des employés étaient marqués par une tension contenue. L'affaire du bijou manquant avait cessé d'être un simple incident. Elle était devenue le centre de toutes les conversations. On ne parlait plus que de cela dans les couloirs à voix basse entre deux tâches. Plus personne ne s'intéressait aux clients, aux réservations de luxe ou aux plateaux de service. Tout tournait autour d'un seul nom, Élodie Moreau. Depuis la veille, elle avait été écartée de son poste de coordinatrice. Officiellement, il s'agissait d'une mesure préventive, le temps que l'enquête interne suive son cours. En réalité, c'était une mise à l'écart habile, une manière de neutraliser celle qui dérangeait. Madame Lefebvre, qui avait gardé un silence stratégique pendant les premières étapes de l'enquête, commençait à refaire surface. Elle avait été vue plusieurs fois en aparté avec la gouvernante générale, murmurant des conseils, relisant les procédures de sécurité, se montrant disponible pour assister à la clarification de l'affaire. Ce matin-là, Élodie arriva comme à son habitude, ponctuelle, discrète, habillée simplement. Elle avait peu dormi. Camille, inquiète sans comprendre, avait demandé si tout allait bien. Elle avait menti, comme toutes les mères le font parfois pour protéger. Mais à l'intérieur, elle bouillonnait d'un mélange de colère et de lassitude.
Elle n'avait rien volé. Elle n'avait rien à se reprocher. Et pourtant, elle marchait à nouveau dans les couloirs comme une intruse. Dans la salle de pause, les regards se faisaient plus insistants. Certains détournèrent les yeux, d'autres murmuraient. Amina, toujours fidèle, s'approcha et posa une main légère sur son bras. Aucun mot, juste ce geste. Ce fut suffisant pour qu'Élodie sache qu'elle n'était pas totalement seule. Pendant ce temps, dans les coulisses du service technique, Julien poursuivait son enquête discrète. Il avait pris soin de ne pas impliquer directement Élodie. Il ne voulait pas lui donner de faux espoirs. Mais les données qu'il avait extraites du système de vidéosurveillance l'obsédaient. La caméra du deuxième étage, celle qui couvrait précisément le couloir où le bijou avait disparu, avait cessé de fonctionner pendant exactement 32 minutes. Et dans les logs d'activité du serveur de stockage, un seul accès avait été enregistré à cette heure-là, un accès administrateur. Julien connaissait peu les procédures informatiques, mais suffisamment pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un hasard. Il avait donc demandé à Rémi, son collègue du service technique, de lui imprimer un extrait du registre des accès. Et là, noir sur blanc, il avait vu un nom apparaître, Claire Lefebvre, le même nom que celui qui avait déclaré, devant tout le personnel, qu'Élodie ne travaillerait jamais ici. Le même nom que celle qui, depuis le début, refusait de reconnaître la légitimité de sa présence dans l'établissement. Julien resta longtemps devant cette feuille. Il savait ce que cela signifiait. Mais il savait aussi que ce genre de preuve ne suffirait pas à faire tomber quelqu'un comme Madame Lefebvre. Il fallait plus. Il fallait une confirmation, un témoignage, une autre trace. Il se rendit donc dans la salle des archives où étaient stockés les rapports quotidiens de surveillance. Il fouilla dans les dossiers papier, car même à l'ère du numérique, certains registres restaient manuscrits, notamment les feuilles de passage dans les zones à accès restreint. Et là, il trouva ce qu'il cherchait, une note rédigée par un agent de sécurité intérimaire indiquant que Madame Lefebvre a accédé à la salle des serveurs le soir du 24e pour vérification administrative. Le même soir où le bijou avait disparu. Julien comprit alors qu'il ne pouvait plus garder cela pour lui. Il alla voir directement le directeur Béraud. Il demanda un entretien privé, insista pour qu'aucun autre responsable ne soit présent. Le directeur, intrigué, accepta. Dans le bureau feutré du dernier étage, Julien exposa tout, les accès, la coupure de la vidéo, la disparition du bijou, la présence de Madame Lefebvre dans la salle des serveurs. Le directeur l'écouta sans l'interrompre. Lorsqu'il eut terminé, Béraud resta un moment silencieux. Il fixait la feuille devant lui, son visage impassible. Puis il demanda d'une voix lente, « Vous comprenez ce que vous êtes en train de m'apporter ?»« Oui, » répondit Julien, « et je sais que si je ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. » Le directeur acquiesça. Il rangea les documents dans une pochette, la verrouilla dans un tiroir et remercia Julien. Il ne dit pas ce qu'il comptait faire. Mais ce soir-là, Élodie fut convoquée de nouveau. Elle entra dans le bureau, persuadée qu'on allait lui annoncer une sanction. Elle s'était préparée mentalement à une mise à pied, peut-être même à un licenciement. Ce fut donc avec une expression figée qu'elle salua le directeur. Mais il ne l'accueillit pas avec la froideur habituelle. Il lui demanda de s'asseoir, puis lui dit simplement « L'enquête n'est pas terminée, mais certaines informations récentes nous amènent à reconsidérer la situation. » Elle fronça les sourcils, surprise. Il poursuivit « Je vous demande de rester discrète encore quelques jours. Ne réagissez pas aux rumeurs. Ne cherchez pas à vous justifier. Restez concentré sur votre travail. »« Je suis toujours écartée de mon poste ?» demanda-t-elle. « Pour l'instant, oui, officiellement, mais officieusement. Nous sommes en train de vérifier une autre piste. » Elle n'en sut pas plus. Mais en sortant du bureau, elle croisa Madame Lefebvre dans le couloir. Leur regard se croisa. Pour la première fois, Élodie vit dans les yeux de cette femme autre chose que du mépris. Elle y vit une alerte, une méfiance, comme si elle avait compris que quelque chose lui échappait. Le lendemain, une nouvelle réunion fut annoncée. Thomas Whitmore venait de revenir à Nice plus tôt que prévu, officiellement pour une série d'inspections. Mais dans les coulisses, tous savaient qu'il était au courant de ce qui se tramait. Et cette fois, il n'allait pas se contenter d'observer. Dans les sous-sols, les vidéos effacées n'étaient plus le seul secret. La vérité, lentement, commençait à remonter à la surface. Et avec elle, la certitude que la guerre silencieuse menée contre Élodie n'allait pas rester sans conséquences. La tension à l'intérieur de l'hôtel de la mer
atteignit un seuil inédit dès le matin du retour de Thomas Whitmore. L'annonce de sa présence n'était pas encore officielle, mais elle s'était déjà propagée à travers les couloirs du personnel avec la rapidité d'une rumeur dangereuse. Les conversations cessèrent à son passage, les téléphones étaient rangés prestement, les postures se redressaient. Tous savaient que sa venue ne relevait pas d'une simple formalité. Ce n'était pas une visite de courtoisie ni une inspection de routine. Ce matin-là, les couloirs sentaient la poudre. Le directeur Béraud reçut Thomas dans son bureau dès 8h30. Leur échange fut bref, mais ferme. Whitmore, dossier à la main, n'attendit pas les politesses d'usage. Il voulait des réponses claires sur l'incident du bijou et surtout des explications sur les irrégularités du système de vidéosurveillance. Lorsque Béraud évoqua les éléments recueillis par Julien et Rémy, les sourcils de Whitmore se froncèrent légèrement. Il lut les rapports en silence puis demanda « Est-ce que Madame Lefebvre a été informée de ces preuves ?»« Pas encore, » répondit le directeur. « Je préférais que vous soyez présent pour la confrontation. »« Bien, convoquez-la et appelez également Élodie Moreau. Je veux que tout soit dit en présence des deux principales concernées. » À 9h20, une réunion fut organisée dans la salle du conseil, au dernier étage. En plus de Whitmore, du directeur Béraud, d'Élodie et de Madame Lefebvre, quelques autres membres de la direction furent invités à y assister en tant qu'observateurs, sans droit d'intervention. La disposition de la pièce, avec sa grande table ovale, ses baies vitrées sur la Méditerranée et ses murs capitonnés, contrastait violemment avec la tension glaciale qui y régnait. Élodie, silencieuse, s'assit à gauche du directeur. Elle ne savait pas encore ce qu'elle faisait là. On lui avait dit de se présenter, sans plus. Elle avait obéi encore une fois. Mais son regard montrait une fatigue profonde. Elle n'attendait rien de cette réunion. Elle se préparait même à entendre la décision de son renvoi. Madame Lefebvre entra à son tour, visiblement contrariée d'avoir été convoquée. Mais elle conserva cette expression impénétrable de femme sûre de son autorité. Elle jeta un coup d'œil rapide à Élodie sans lui adresser un mot. Thomas Whitmore prit la parole en premier. Cette réunion a pour but de faire toute la lumière sur un incident survenu récemment dans cet établissement. Je parle bien entendu de la disparition d'un bijou appartenant à une cliente de longue date, incident ayant mené à une enquête interne, laquelle a injustement affecté la réputation d'une employée, Madame Élodie Moreau. Madame Lefebvre leva un sourcil. Injustement, il me semble que les procédures ont été suivies. Aucun jugement n'a été rendu. Nous avons simplement pris des mesures de précaution. Vraiment ? Demanda Whitmore impassible. Alors comment expliquez-vous l'effacement d'une séquence vidéo essentielle à l'enquête et surtout l'accès à la salle des serveurs par votre identifiant personnel au moment exact de cette suppression ? Le silence qui suivit fut total. Le regard de Madame Lefebvre vacilla une fraction de seconde. Elle tenta de se reprendre. Il s'agit sans doute d'une erreur du système. J'ai régulièrement besoin d'accéder au serveur pour vérifier certains rapports. Je ne suis pas responsable des bugs techniques. Ce n'est pas un bug, intervint Julien, qui venait d'être invité à entrer dans la salle. Le fichier a été supprimé manuellement. J'ai vérifié les logs avec Rémy et les traces sont claires. Seule une personne avec un accès administrateur pouvait faire cela. Et cet accès portait votre nom. Le rouge monta légèrement aux joues de Madame Lefebvre. Elle se tourna vers le directeur. Vous permettez qu'un employé de niveau intermédiaire remette en question mon intégrité devant tout le conseil? C'est absurde. Ce qui est absurde, répliqua Whitmore, c'est qu'un hôtel de cette catégorie laisse un tel abus de pouvoir passer inaperçu. Nous avons ici une tentative manifeste de manipulation d'une enquête interne. Et tout cela coïncide avec une hostilité antérieure, déjà signalée, envers Madame Moreau. Madame Lefebvre changea de stratégie. Cette femme a été imposée ici sans procédure normale. Tout le monde le sait. Elle n'a pas les compétences requises pour un poste de coordination. Son recrutement a été un coup de tête. Vous avez brisé les règles et maintenant, vous voulez masquer l'erreur. Élodie se leva alors pour la première fois. Je n'ai jamais demandé à être protégée. Je voulais juste travailler. On m'a humiliée devant des clients. On m'a traitée comme une intruse. Puis on m'a accusée à demi-mot de vol. Je n'ai rien volé, rien détruit, rien manipulé. Mais je suis la seule ici à devoir prouver que je suis digne d'être là. Sa voix était posée, mais chaque mot portait un poids qu'aucun tableau de gestion ne pouvait mesurer. Personne ne parla pendant quelques secondes. Whitmore, toujours assis, regarda les membres de la direction un à un.
J'ai investi dans cet hôtel parce que je croyais à une certaine idée de l'excellence. Mais l'excellence ne se mesure pas qu'aux étoiles affichées sur la façade. Elle se mesure aussi à la manière dont on traite les gens. Et ici, j'ai vu une femme capable, intègre, attaquée sans raison. Et une cadre, supposée garante des valeurs de cette maison, prête à manipuler des preuves pour préserver son pouvoir. Le directeur Béraud reprit la parole. Nous avons assez d'éléments pour conclure à une faute professionnelle grave. Le conseil de discipline sera convoqué immédiatement. Mais Whitmore l'interrompit. Inutile, mon avis est clair, et je pense que vous savez ce que cela implique pour la pérennité de cet établissement. Il se tourna vers Madame Lefebvre. Vous êtes relevée de vos fonctions à compter de maintenant. Elle ne répondit pas. Elle se leva, le regard figé, jeta un dernier coup d'œil à Élodie, puis quitta la pièce sans un mot. Dans le silence qui suivit, Élodie resta debout, immobile. Elle ne souriait pas, elle ne célébrait rien. Elle sentait seulement que pour une fois, la vérité avait été entendue. Pas criée, pas imposée, juste révélée, et cela suffisait, pour le moment. L'annonce du départ immédiat de Madame Lefebvre se propagea dans l'hôtel de la mère avec une vitesse foudroyante. Ce qui s'était passé dans la salle du conseil ne resta pas longtemps confiné entre les murs capitonnés du dernier étage. Avant même que la matinée soit terminée, chaque membre du personnel savait que la responsable des ressources humaines avait été démise de ses fonctions sur décision directe de Thomas Whitmore et que cela avait un lien avec l'affaire du bijou disparu et les preuves récemment dévoilées. Personne n'osa dire tout haut ce qu'il pensait, mais dans les regards échangés dans les couloirs, une même pensée circulait. Le pouvoir avait changé de camp. Ce même matin, Élodie fut rétablie à son poste de coordinatrice, sans cérémonie ni discours officiels. Elle reçut simplement un message sur son téléphone professionnel, signé du directeur. « Votre fonction est réactivée. Merci de reprendre vos responsabilités dès aujourd'hui. » Elle lut ce message en silence, assise seule dans la salle de repos. Amina vint lui déposer un café, comme un symbole silencieux d'approbation. Julien passa devant elle, leva le pouce discrètement, puis repartit sans rien dire. Il n'y avait pas de triomphe, il n'y avait pas de fête, juste une forme de soulagement discret, comme si chacun comprenait que ce qui avait été rétabli n'était pas un privilège, mais un équilibre. Mais l'histoire n'était pas terminée. Dans l'après-midi, Élodie fut convoquée de nouveau, cette fois dans une autre salle, plus petite, plus intime. Elle s'attendait à un débriefing, peut-être une discussion sur la suite de ses fonctions, mais lorsqu'elle entra, elle trouva Thomas Whitmore assis seul, un dossier en main, regard tourné vers la fenêtre ouverte sur la mer. « Asseyez-vous », dit-il calmement. Elle obéit, méfiante. Elle ne savait pas si elle devait remercier, s'excuser ou simplement attendre. « Ce que vous avez vécu ici n'est pas normal », reprit-il sans détour. « Ce n'est pas comme cela que les gens doivent être traités. Ni dans un hôtel, ni ailleurs. » Elle resta silencieuse. « Ce que vous avez montré ici, votre calme, votre efficacité, votre capacité à gérer la pression, ce sont des qualités qu'on ne peut ni enseigner, ni imposer. On les a, ou pas, et vous les avez, depuis le début. » Elle fronça légèrement les sourcils, ne comprenant pas où il voulait en venir. « Je vous fais une proposition, Élodie. Je veux que vous intégriez l'équipe internationale de coordination des services hôteliers de notre groupe. Ce que vous avez fait ici, vous pouvez le faire ailleurs, à une échelle plus large. Je veux que vous transmettiez ce que vous êtes à d'autres équipes, que vous formiez, que vous structuriez, que vous inspiriez. » Le mot « inspirer » l'a pris de court. Elle, inspirée? Elle, l'invisible, l'exclue du hall, celle qui avait été humiliée publiquement avant même d'avoir été entendue? « Je ne suis pas sûre d'être faite pour ça, » murmura-t-elle. « Moi, je le suis, » répondit-il. « Et je suis sûr que vous êtes exactement la personne qu'il faut. » Il ouvrit le dossier. Il y avait un contrat, une feuille simple, sans fioriture, un poste à responsabilité, une rémunération largement supérieure à celle qu'elle avait jamais espérée, un logement de fonction à Paris et des déplacements réguliers dans les autres établissements du groupe, mais plus que tout, une reconnaissance officielle. Une position que personne ne pourrait lui contester, sans remettre en question les choix stratégiques du groupe lui-même. Elle lut sans parler. Elle sentit ses mains trembler légèrement. « Je sais que c'est beaucoup, » ajouta-t-il, « et je sais que ce n'est pas une décision facile. Mais je vous propose quelque chose de réel, pas une faveur, une opportunité méritée.
Vous n'avez aucune obligation d'accepter, mais vous méritez de savoir que cette porte vous est ouverte. Elle reposa les feuilles lentement. « Il y a ma fille, dit-elle simplement. Elle a besoin de soins réguliers, de stabilité. Elle a une routine ici. » Whitmore hocha la tête. Il semblait avoir anticipé cette réponse. « J'ai aussi une fille, dit-il. Elle est adulte maintenant. Mais je me souviens très bien de ce que cela signifie, élever un enfant seul. C'est pour cela que je ne vous propose pas seulement un emploi. Je vous propose aussi le soutien nécessaire pour que votre fille vous accompagne, sans que cela devienne un obstacle. Soins médicaux, suivi scolaire, logement adapté, tout sera prévu. » Élodie sentit quelque chose céder en elle. Ce n'était pas une faiblesse. C'était une tension ancienne, ancrée dans des années d'inquiétude constante qui lâchait enfin prise. L'idée de pouvoir travailler sans que cela compromette la santé de Camille. L'idée que, peut-être, on pouvait concilier dignité et sécurité. Elle ferma les yeux un instant. « Je peux réfléchir un jour ou deux, demanda-t-elle. Prenez le temps qu'il faut. Mais sachez que cette offre n'est pas liée à un caprice. Elle est le résultat de ce que vous avez montré ici. Rien de plus, rien de moins. » Elle se leva, le remercia sobrement et sortit. Dans le couloir, elle s'arrêta. Les murs lui semblaient soudain différents. Ce n'était plus l'hôtel qu'il avait rejeté. C'était le lieu où elle avait résisté, tenu bon, et changé le cours des choses. Elle repensa à son arrivée, au fauteuil dans le hall, à la voix tranchante de Madame Lefebvre. Et maintenant, elle portait en main un contrat capable de redéfinir sa vie. Elle rentra chez elle plus tard que d'habitude. Camille l'attendait, assise sur le canapé, en train de colorier. Élodie s'assit à côté d'elle, passa une main dans ses cheveux. « Ça va, maman ?» demanda la petite. « Oui, ma chérie. Maman a reçu une bonne nouvelle aujourd'hui. » Camille sourit sans comprendre encore la portée de ce qui venait de se produire. Élodie ne savait pas encore si elle allait dire oui, mais une chose était sûre. Pour la première fois depuis très longtemps, elle avait le choix. Et ce choix, elle l'avait conquis. Pas grâce à une chance soudaine, pas grâce à un miracle, mais grâce à ce qu'elle avait été, même quand personne ne regardait. Les jours suivants furent habités par un silence pesant. Élodie n'avait toujours pas donné sa réponse à Thomas Whitmore. Le contrat était resté dans son sac, soigneusement rangé, relu à plusieurs reprises, mais jamais signé. Chaque soir, après le travail, elle s'asseyait dans le petit salon de son appartement, face à la fenêtre qui donnait sur une cour intérieure, et relisait chaque clause, chaque chiffre, chaque mot. Ce n'était pas la peur du changement qui la paralysait. Ce n'était pas non plus l'idée de quitter un endroit où elle n'avait été accueillie qu'à reculons. Ce qui la retenait n'était pas à l'extérieur d'elle, mais au cœur de sa vie, Camille. Sa fille, âgée de 9 ans, vivait avec une maladie chronique nécessitant des suivis médicaux constants, des traitements bien ajustés, une stabilité dans les habitudes. Chaque changement, même minime, pouvait provoquer des effets imprévus sur son bien-être. Depuis plusieurs années, Élodie s'était battue pour construire un réseau local de professionnels de santé fiables, un emploi du temps adapté à ses besoins, un environnement apaisant. Elle savait que quitter Nice, même pour une opportunité exceptionnelle, signifiait briser cet équilibre fragile, au risque de plonger sa fille dans une spirale d'instabilité médicale et émotionnelle. Ce n'était pas une décision de carrière, c'était une décision de mère. Un vendredi soir, alors que Camille dormait profondément après une journée fatigante, Élodie se retrouva seule à sa table de cuisine, le contrat ouvert devant elle. Elle y voyait plus qu'une offre. Elle y voyait une promesse, celle d'une vie moins incertaine, d'une reconnaissance légitime, d'un avenir professionnel qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Mais chaque avantage noté sur le papier venait avec une inquiétude sourde. Comment concilier cette ascension avec les besoins spécifiques de sa fille? Qui s'occuperait de ses traitements? Quelle école accepterait une élève avec des suivis médicaux aussi précis? Comment vivre à Paris, loin des repères que Camille connaissait depuis toujours? Le lendemain, elle demanda à rencontrer Whitmore à nouveau. Il accepta sans délai, l'invitant dans un bureau temporaire qu'il occupait à l'hôtel. Il la reçut avec une chaleur discrète, mais sans fausse intimité. « Je suppose que vous avez des doutes, » dit-il sans détour. « Oui, et ils ne sont pas liés au poste, ni à moi. Ils concernent ma fille. » Elle prit une inspiration, puis expliqua tout sans filtre. La maladie, les médecins, le protocole, les horaires à respecter, le besoin de régularité, de structure, d'attention continue.
Elle ne jouait pas sur la corde sensible. Elle n'exigeait pas de pitié. Elle exposait simplement la réalité, froide, concrète, implacable. Whitmore écouta sans interrompre. Lorsqu'elle eut terminé, il posa les mains à plat sur la table. « Merci de me dire cela. Vous n'avez rien à justifier. C'est votre vie. Et c'est à vous de décider ce qui est bon pour votre fille. Mais je ne veux pas que vous refusiez cette opportunité uniquement parce que vous pensez qu'elle est incompatible avec vos responsabilités de mère. » Il ouvrit un dossier devant lui. « J'ai consulté notre réseau de partenaires médicaux. Nous avons la capacité d'organiser un accompagnement adapté. Nous pouvons faire en sorte que Camille ait accès à un suivi médical équivalent à celui qu'elle reçoit ici, voire meilleur. À Paris, vous serez à proximité des meilleurs spécialistes du pays. Nous prenons en charge les frais médicaux dans leur totalité, ainsi que l'accompagnement scolaire spécialisé si nécessaire. » Élodie le regarda, bouche entr'ouverte. Elle ne s'attendait pas à ce niveau de précision. « Vous avez fait tout ça avant même que je donne ma réponse. Je ne propose jamais quelque chose sans prévoir les conséquences. Et je ne vous veux pas dans cette fonction si vous êtes constamment tiraillé entre votre devoir professionnel et vos responsabilités de mère. Si vous venez, ce sera en étant sereine, sinon cela ne marchera pas. » Il marqua une pause. « Vous ne serez pas la seule à faire un choix difficile. Moi aussi, je fais un pari. Je parie sur vous, mais je refuse de gagner ce pari si c'est au prix du bien-être de votre fille. » Ces mots, dits sans emphase, touchèrent Élodie plus qu'elle ne le montra. Il n'essayait pas de la convaincre. Il lui offrait un cadre viable, une vraie solution pensée, préparée. Pas un rêve enrobé de promesses creuses, mais une proposition concrète, adaptée, réaliste. Elle prit le dossier que Whitmore lui tendit, contenant les coordonnées des spécialistes, les écoles partenaires, le protocole de soins proposé. Elle le lut dans la nuit, 3 fois. Chaque fois, les mêmes pensées revenaient. Elle pensait à Camille, aux nuits passées à l'hôpital, au rendez-vous manqué parce qu'elle ne pouvait pas s'absenter, à l'angoisse de ne pas pouvoir tout concilier. Et maintenant, cette vie-là, cette routine lourde, pouvait être transformée. Le lendemain, elle appela Claire, sa voisine, et lui expliqua la situation. Claire resta silencieuse un moment, puis dit « Tu as tout donné pour Camille, Élodie. Si maintenant quelqu'un t'offre une manière de continuer à lui donner le meilleur, sans t'effacer complètement, alors vas-y. Elle ne perdra pas sa mère. Elle gagnera une mère qui peut enfin respirer. » Cette phrase resta avec elle toute la journée. Elle l'entendait dans sa tête pendant qu'elle nettoyait les dernières chambres de son service. Elle y pensait lorsqu'elle repliait les draps, rangeait les mini-bars, passait dans les couloirs. Et le soir, en rentrant, elle prit Camille sur ses genoux, la regarda dans les yeux et dit doucement « Maman a reçu une proposition. Ce serait dans une autre ville. Ce serait un changement pour nous deux. Mais tout serait fait pour que tu sois bien. Pour que tu sois soignée comme ici. Peut-être mieux. Qu'est-ce que tu en penses ?» Camille pencha la tête, réfléchit, puis dit simplement « Est-ce que tu serais moins fatiguée, maman ?»« Oui, je crois. Alors je veux bien. Mais seulement si on peut emmener la peluche Lapinou. » Elles rirent ensemble. C'était un oui. Pas parce qu'Élodie rêvait d'un poste important, mais parce qu'elle voyait, pour la première fois, la possibilité d'une vie où elle n'aurait plus à choisir entre survivre et être présente pour sa fille. Elle signa le contrat le lendemain, et en le déposant dans les mains de Thomas Whitmore, elle ne dit qu'une phrase. « Merci de ne pas m'avoir demandé de choisir entre être une employée et être une mère. » Il répondit simplement « C'est parce que vous êtes les deux, et c'est ça votre force. » Le jour du départ arriva plus vite qu'Élodie ne l'avait imaginé. Les semaines précédentes avaient été un tourbillon d'organisations, de bilans médicaux, de démarches administratives, de cartons soigneusement empilés dans l'appartement. Camille, curieuse et excitée, avait visité sa nouvelle école lors d'un aller-retour discret à Paris, accompagnée par un coordinateur du groupe hôtelier. Elle avait adoré la cour, les ateliers, les salles lumineuses. Elle avait même demandé si elle pouvait y aller tout de suite, avant même que le déménagement soit terminé. Pour Élodie, en revanche, l'approche du départ avait un goût plus complexe. Ce n'était pas la nostalgie des lieux qui la travaillait. L'hôtel de la mère n'avait jamais été son foyer. Mais quelque chose en elle résistait à l'idée de partir sans fermer la boucle. Il ne s'agissait pas de reconnaissance. Ce n'était pas non plus un désir de revanche. Elle voulait simplement traverser une dernière fois cet endroit, non plus comme celle qu'on avait ignorée, ni même comme celle qu'on avait portée au sommet sous l'impulsion d'un homme influent, mais comme celle qu'elle était vraiment.
Une femme qui avait refusé d'être écrasée. Elle arriva ce matin-là sans uniforme. Vêtue d'un pantalon beige, d'un chemisier blanc, les cheveux attachés sobrement, elle poussa les portes de verre de l'entrée principale avec la même main qui, des mois plus tôt, avait tremblé en tenant un CV froissé. Il était 8 heures du matin. L'hôtel était en pleine transition. Les petits déjeuners prenaient fin, les chambres se vidaient lentement, les valises roulaient jusqu'au taxi aligné dehors. Personne ne l'attendait, et pourtant, dès qu'elle franchit le hall, les mouvements ralentirent. Les réceptionnistes, surpris, relevèrent les yeux. Certains membres du personnel la reconnurent immédiatement. Elle avança sans chercher le regard de personne, mais en saluant d'un simple signe de tête ceux qu'elle croisait. Elle ne portait plus le poids du doute, ni celui de l'attente. Elle venait dire au revoir à un lieu qui l'avait blessée, mais qui, malgré tout, avait révélé sa force. À gauche du hall, le fauteuil dans lequel elle avait été assise le jour de l'entretien avorté était toujours là. La même tapisserie beige, le même angle face au comptoir. Elle s'arrêta une seconde, sans s'asseoir. Elle observa les murs, les dorures, le marbre sous ses pieds. Ce n'était pas le décor qui avait changé. C'était elle. Julien apparut peu après, vêtu de sa tenue de service. Il la rejoignit sans précipitation, un sourire discret aux lèvres. « On va sentir ton absence, dit-il simplement. « Je suis sûr que tu t'en remettras, répondit-elle avec un sourire en coin. Ils échangèrent un regard d'égal à égal. Pas celui d'une subordonnée à un collègue de longue date, mais celui de deux personnes qui savaient ce que signifiait se battre pour rester debout. Amina arriva ensuite. Elle ne dit rien. Elle tendit simplement une petite boîte en carton. À l'intérieur, un porte-clés en tissu brodé avec les lettres C, M, pour Camille. Élodie la serra dans ses bras. C'était la première fois qu'elle s'enlaçait. Cela dura moins de 5 secondes, mais ce fut plus éloquent que 1000 adieux. Quelques autres employés s'approchèrent, ceux qui n'avaient pas pris part au murmure, ceux qui avaient observé de loin et reconnu avec le temps la valeur de son engagement. Il n'y eut ni discours, ni applaudissements. Juste des regards francs, des mains tendues, quelques mots sobres, mais sincères. Puis alors qu'Élodie se dirigeait vers la sortie, une silhouette apparut. C'était le directeur Béraud. Il portait un costume sombre, sans cravate, et s'approcha d'un pas mesuré. « Vous partez aujourd'hui » dit-il plus comme une confirmation que comme une question. « Oui » il hésita, puis ajouta « Je voulais vous dire que j'ai appris de cette histoire. Pas tout de suite, pas comme il aurait fallu. Mais j'ai appris. » Elle hocha la tête. « C'est ce qui compte. Vous allez faire de grandes choses, Madame Moreau, et ce sera entièrement votre œuvre. » Elle ne répondit pas. Ce n'était pas l'approbation d'un supérieur qu'elle était venue chercher, mais le fait qu'il la regarde dans les yeux, sans détour, avec une sincère reconnaissance, suffisait. Elle atteignit la grande porte tournante, posa la main sur le verre. Mais avant de la pousser, elle se retourna une dernière fois. Le hall était silencieux. Les conversations s'étaient tues. Les mouvements s'étaient ralentis. Tous la regardaient sans hostilité. Il y avait là ceux qui l'avaient ignorée, ceux qui l'avaient soutenue, ceux qui avaient douté. Et tous, sans exception, étaient figés dans un même instant suspendu. Un instant de respect. Élodie tourna les talons, traversa les portes. Le soleil de Nice lui frappa le visage. Un taxi l'attendait, le moteur allumé, Camille à l'intérieur, les mains collées à la vitre. Elle ouvrit la portière, s'installa et serra sa fille contre elle. Alors que le véhicule s'éloignait de l'hôtel, elle ne se retourna pas. Ce n'était plus nécessaire. Elle n'emportait aucun souvenir matériel. Seulement l'histoire d'une femme qu'on avait voulu faire taire avant même qu'elle parle. Une femme qu'on avait regardée de haut parce qu'elle ne portait pas le bon tailleur, parce qu'elle n'avait pas les bons papiers, parce qu'elle ne venait pas du bon monde. Une femme qui, sans fracas, sans vengeance, sans fureur, avait imposé son nom là où personne ne voulait l'inscrire. Et désormais, ce nom allait figurer dans les registres d'une chaîne hôtelière internationale. Non pas comme un nom décoratif, mais comme un nom de référence. Élodie Moreau, ancienne femme de ménage, désormais responsable des standards opérationnels d'un groupe hôtelier de renommée mondiale. Et dans le hall, où jadis la phrase « Vous ne travaillerez jamais ici » avait claqué comme une gifle, le silence, ce matin-là, disait tout. Il disait la dignité retrouvée. Il disait la victoire sans bruit. Il disait l'histoire d'une femme qui n'avait jamais demandé qu'une chose, qu'on la laisse prouver ce qu'elle valait. Et elle l'avait prouvé, définitivement.